Chers compatriotes, chers résidents, chers amis de la Principauté, notre pays traverse une crise sans précédent. Cette crise, elle est à la fois sanitaire, économique et sociale. Elle nous affecte toutes et tous dans notre vie quotidienne, dans notre travail et dans nos foyers. Devant l'ampleur de cette épreuve pour notre pays, il était indispensable et naturel que les élus dépassent les clivages politiques en ne pensant qu'à l'intérêt du pays. C'est ce que j'ai proposé depuis le début, en associant toutes les sensibilités représentées au sein de l'Assemblée dans un esprit d'union nationale. Ainsi, nous travaillons ensemble, tous les jours, dans un groupe restreint qui nous permet de faire des propositions de la part d'un Conseil national unanime afin de contribuer à ce que le gouvernement prenne les meilleures mesures possibles pour lutter contre le virus, protéger la population et soutenir notre économie. Le Conseil national est plus que jamais une ressource institutionnelle pour le gouvernement. Nos deux institutions ne sont pas de même nature. Le gouvernement est nommé par le prince et composé de hauts fonctionnaires. Le Conseil national, lui, est élu par les monégasques. En tant qu'assemblée représentative, il exprime les attentes et les besoins légitimes de la population. La force de nos institutions, c'est de fonctionner chacun dans son rôle, mais dans la concertation. Depuis le début de ce mandat, de grandes avancées ont été accomplies ensemble, sous l'autorité du prince souverain, par exemple en matière de logement, mais aussi sur les questions de société ou encore sur la préservation de notre qualité de vie. Avec cette crise historique, l'unité des institutions est plus que jamais indispensable. Le temps n'est pas aux luttes d'ego, aux polémiques ou aux crispations institutionnelles qui n'ont pas lieu d'être, puisque nous sommes tous attachés à notre prince souverain et fidèle à la monarchie constitutionnelle. L'Assemblée, comme l'a justement affirmé le prince souverain, je le cite, a toute sa place dans le dispositif de lutte contre le Covid-19. Ce comité mixte de suivi gouvernement-Conseil national s'est déjà réuni 2 fois la semaine dernière. Les échanges ont été constructifs et ont permis de constater que le gouvernement et le Conseil national partageaient déjà certaines approches au sujet des mesures prises ou encore à prendre. Sur d'autres points, les discussions ont permis de rapprocher les positions des deux institutions pour aboutir à des mesures consensuelles. Mais sur certains dispositifs, les discussions se poursuivent encore. Certaines mesures font débat et parfois l'objet de divergences. C'est pourquoi nous nous reverrons d'ailleurs déjà une 3e fois jeudi prochain. Pour autant, ces réunions qui étaient indispensables ont déjà abouti à des avancées majeures dans les décisions prises par le gouvernement. Comme vous pouvez le constater, nous sommes au travail dans l'union nationale au sein de l'Assemblée élue et dans l'unité de nos institutions pour faire face le plus efficacement possible à cette crise sanitaire inédite. Chers compatriotes, c'est à la fois en tant que conseiller national, président de la Commission des intérêts sociaux et en tant que médecin, au contact quotidien de la population, que je souhaite aborder l'aspect sanitaire de cette crise. Notre engagement en tant qu'élu, c'est d'être à l'écoute des résidents et de servir avec responsabilité notre principauté. En tant que médecin, il est important que nous puissions échanger en toute transparence et partager nos expériences professionnelles pour faire avancer la cause médicale dans l'intérêt général. J'insiste sur la nécessité de partager sans retenue et diffuser toutes les informations que chacun nous détenons afin de pouvoir avancer ensemble et le plus rapidement possible vers la résolution de cette crise sanitaire. Notre objectif, c'est d'assurer la sécurité de notre population et de limiter les conséquences pour l'avenir de notre pays. En disposant des connaissances et de l'expérience de tous les pays qui se battent contre le coronavirus, nous pouvons et nous devons anticiper les mesures à prendre sans forcément attendre de connaître les orientations du pays voisin. Avant toute chose, je voudrais saluer l'engagement de toute la communauté médicale et de tous les personnels qui, sur le terrain, sont associés dans cette lutte, au CHPG, au Centre cardio-thoracique, à l'Institut monégasque de médecine du sport, au Centre d'hémodialyse privée, mais aussi de tous les professionnels de santé de la Principauté. Cette pandémie se propage de manière implacable et rapide en l'absence de mesures de contrôle efficaces. Sans un confinement réellement appliqué, les chances de contenir cette pandémie sont fortement compromises. Mais le confinement ne suffit pas.
nous engageons le gouvernement à aller plus loin et le plus rapidement possible. Il faut renforcer nos voies d'approvisionnement en masques pour pouvoir en disposer non seulement pour tous ceux qui travaillent directement à la lutte contre cette pandémie, qu'il s'agisse des personnels de santé ou des services de secours, mais aussi pour les commerçants et toutes les personnes en contact avec le public et à terme pour toute la population. La lutte contre la propagation comporte à la fois des mesures individuelles et collectives pour ralentir son évolution et préserver la capacité d'accueil de nos établissements. Il faut bien sûr tenir compte du message de l'Organisation mondiale de la santé qui demande que le plus grand volume de tests soit réalisé pour connaître l'ampleur de la pandémie et avoir une véritable cartographie des risques. Il nous faut disposer de davantage de tests en principauté pour tester le plus grand nombre, y compris les personnes asymptomatiques, et ainsi préparer les mesures de sortie de crise et notamment la levée du confinement. Les premiers tests visant à identifier le virus au moyen d'un écouvillonnage nasopharyngé sont de réalisation difficile et présentent près de 40% de faux négatifs. Il nous faut donc, dès maintenant, disposer des tests sérologiques qui, eux, permettent avec une bien meilleure sensibilité et spécificité d'identifier rapidement et facilement les personnes qui ont été en contact avec le virus, voire se sont immunisées et sont donc protégées. C'est pourquoi nous insistons au Conseil national sur l'urgence de se doter de ce type de test. Enfin, concernant l'accès aux traitements antiviraux, s'il n'existe aujourd'hui aucune certitude, certains semblent avoir une certaine efficacité, comme entre autres l'hydroxychloroquine. Au CHPG, tout en effectuant une veille documentaire, nous avons commencé à utiliser certains traitements, dont celui décrit par le professeur Raoul. Nous avons bien sûr l'ambition d'intégrer des protocoles français et européens pour pouvoir bénéficier de leur expérience et pouvoir offrir au plus vite les meilleurs soins à l'ensemble des patients ayant contracté le Covid-19 en principauté. Ceci nécessite le plein soutien du gouvernement. Ce n'est que par l'unité des élus du Conseil national et des représentants du gouvernement que, conformément aux souhaits émis par notre souverain, nous pourrons sortir du mieux possible de cette crise sans précédent, tant sur le plan économique que sanitaire. Depuis le 24 février, quand la crise a vraiment touché nos voisins italiens, le Conseil national est sur le pont. Nous sommes tous à l'écoute des monégasques et des inquiétudes de l'ensemble des résidents qui nous sollicitent au quotidien. Plus une journée ne passe sans que nous recevions des dizaines et des dizaines de messages, et c'est bien naturel. La population attend des réponses et nous contribuons à canaliser vos interrogations. Nous sommes au contact. La séance publique d'ouverture de la session de printemps prend place dans une période de crise sanitaire mondiale. La quasi-totalité des pays se trouve comme nous, confinés, avec une économie à l'arrêt. Il faut donc que notre pays réagisse au plus vite en prenant les nécessaires mesures sanitaires et sociales afin de gérer le présent et préserve dès maintenant son avenir en mettant en place les mesures d'accompagnement économique pour les entreprises. Le monde traverse une crise sanitaire d'une gravité exceptionnelle. Cette crise, nous ne l'avons pas vue venir et nous allons donc devoir en assumer toutes les conséquences sociales, les conséquences économiques et bien évidemment, en premier chef, les conséquences sanitaires. Que mes premières pensées aillent vers ceux qui souffrent et vers ceux qui les soignent. Au premier rang des préoccupations de la population, évidemment, c'est la santé qui prédomine, puis les problèmes économiques et financiers dont on peut seulement commencer à mesurer l'impact. Notre résolution votée le 19 mars indiquait déjà que personne ne doit se retrouver en difficulté. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le gouvernement aura beaucoup de travail pour limiter autant que possible les effets de la crise. Toutes ces mesures auront un coût et conformément à son rôle institutionnel, la représentation nationale sera très bientôt sollicitée dans le cadre de la préparation d'un budget rectificatif anticipé afin d'examiner les dépenses exceptionnelles que l'État a d'ores et déjà dû engager et qu'il sera amené à poursuivre tout au long de la crise et dans son après-immédiat. Nous venons d'apprendre par le Conseil de gouvernement aux finances, M. Castellini, que le déficit prévisionnel à ce stade de l'épidémie est environ de 460 millions d'euros. 460 millions d'euros que nous n'avons pas et que nous devrons prendre donc au sein du Fonds de réserve constitutionnelle, le FRC, comme le prévoit la Constitution.
Premièrement, qu'il me soit permis de remercier une fois de plus la sagesse de ceux qui ont inventé ce FRC, qui nous permet aujourd'hui de voir l'avenir avec une certaine sérénité, puisque, je le rappelle, notre pays ne peut pas emprunter, nous n'avons pas de rating international, et notre pays ne possédant pas de banque centrale, nous ne pouvons pas faire marcher la planche à billets. Les élus ont bien pris note des avancées en matière sociale qui ont été faites. En effet, ils se réjouissent de la plus grande fermeté affichée par l'État face à d'éventuels licenciements pendant la crise sanitaire. Et ils ont même proposé au gouvernement de le soutenir dans cet effort en lui apportant un support législatif. Ne laisser aucun foyer dans le désarroi est bien un objectif commun. En ce qui concerne les salaires les plus bas, les élus, même s'ils regrettent que le montant plancher de 2 200 € n'ait pas été retenu, estiment qu'une mesure forte est prise en faveur de foyers qui ne disposent généralement pas de réserve de trésorerie et qui pourront, dans la traversée de cette période difficile, disposer de 100% de leur salaire en lieu et place des quelques 80%. En ce qui concerne le RME de 1 800 € qui sera versé aux indépendants, les élus souhaitent que les dirigeants de SARL soient eux aussi concernés par cette mesure. Sans oublier, dans un souci d'équité, la prise en charge du différentiel lorsque le travailleur indépendant dispose en plus d'une retraite SPME. Nous ne saurions en effet oublier que les travailleurs indépendants contribuent eux aussi à l'activité économique de la principauté et devront avoir les moyens d'être en ordre de bataille lorsque débutera l'immense effort collectif qui seul permettra la relance de notre économie. Les élus s'engagent à être vigilants sur les délais de mise en œuvre de ces mesures de soutien et sur la mise en place de la plus grande accessibilité des formalités qu'auront à remplir leurs bénéficiaires potentiels. Ce bas de laine qu'est le FRC est donc, plus que jamais, vital pour notre pays. Il nous permettra de faire face à cette difficulté, même si elle devait encore s'aggraver. Je le dis pour rassurer ceux qui nous écoutent, nous avons en l'espèce le dos large. Il va falloir faire très attention, remettre en cause certaines de nos habitudes. Je vous donne un exemple très simple. La fameuse crise financière de 2008 nous avait coûté 200 millions d'euros en 3 ans, c'est-à-dire 10% de la partie liquide du FRC. Cette crise actuelle va nous coûter 460-500 millions d'euros sur une période de 3 mois, c'est-à-dire quasiment 25% de la partie liquide du FRC. Vous voyez donc bien l'enjeu qui est devant nous aujourd'hui. Alors certes, si nous avons aujourd'hui toutes les cartes en main pour nous en sortir, il va falloir demain prévoir l'avenir. Relancer l'économie, nous avons demandé un fonds d'intervention d'urgence, et même si l'appui des banques est indispensable, je pense que nous devrons, nous, exiger, pardonnez le terme, demander au gouvernement qu'il donne du cash, qu'ils mettent du cash dans la machine économique de la principauté. Elle en a plus que jamais besoin. Et ensuite, il faudra faire le compte des erreurs du passé. Quelles sont-elles? Ces erreurs, ce sont celles que je dénonce depuis des années. Un budget trop important, trop de dépenses, des bénéfices, des résultats excédentaires trop peu importants à mes yeux, et qui ne nous ont pas mis dans une situation difficile, mais qui nous rendent aujourd'hui un peu moins confortables que ce que nous devrions être. Nous sommes à vos côtés au Conseil national, à votre écoute, et nous mettons tout en œuvre pour répondre au mieux à vos inquiétudes et proposer les meilleures solutions pour faire face à cette crise en apportant notre contribution très opérationnelle et constructive au gouvernement princier. Un groupe de travail a été constitué au sein du Conseil national. Il est composé des 3 entités politiques et Jacques Ritt et moi-même y avons notre place. Il ne s'agit pas d'une dilution des 2 élus Horizon Monaco dans le groupe majoritaire, mais d'une volonté partagée de travailler ensemble et de manière synergique. Ce groupe réduit est en charge d'élaborer des propositions qui se veulent avant tout en phase avec les attentes de celles et ceux que tous nous représentons. Les sujets, les propositions sont débattues de part et d'autre afin de les rendre les plus réalistes possibles et aider à maintenir un juste équilibre dans l'intérêt général pour tous ceux qui sont brutalement touchés par cette crise, c'est-à-dire malheureusement la plupart. Donc, chers amis, nous allons aborder cette épreuve avec beaucoup de détermination, beaucoup de tranquillité, beaucoup de sagesse, beaucoup de hauteur de vue et surtout une énorme attention pour chacun d'entre vous. Soyez-en assurés, le Conseil national est tout à fait uni, je dis bien parfaitement uni, pour répondre à cette crise. Nous travaillerons avec le gouvernement
sous l'autorité du prince, pour que tout ceci se passe au mieux. Cette union nationale est naturelle pour une réponse unie face à cette crise sans précédent. Un dernier mot. Nous avons tous un rôle à jouer pour lutter contre le virus et retrouver une vie normale au plus vite. Alors, tous ensemble, respectons scrupuleusement toutes les consignes nécessaires pour limiter la propagation du virus et sortir le plus rapidement possible de cette crise. On me demande souvent qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour mon pays. Je dois rester tout simplement confiné chez moi, respecter toutes les règles imposées par le gouvernement, qui sont des règles de sagesse. Surtout les amis, restez chez vous. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Et puis, bien sûr, lavez-vous très souvent les mains et respectez évidemment la distanciation sociale tout en restant solidaires. Nous ne lâcherons rien et si nous sommes unis, nous vaincrons. Suite à la première réunion du comité de suivi de crise, gouvernement Conseil national, la stratégie d'un recours massif à la fourniture de masques pour toute la population et de tests a été validée. Elle a fait l'objet d'un large consensus entre nous. Nous avons d'ailleurs nous-mêmes fourni des contacts complémentaires au gouvernement pour justement l'achat massif de masques et l'achat massif de tests. Alors il s'agit de tests sérologiques, ces tests qui permettent de se tester soi-même et d'avoir en quelques minutes le résultat. Notre taille est un atout. Nous sommes 37 000 habitants. Si on élargit la fourniture de masques et de tests à l'ensemble des actifs, ça fait à peu près 90 000 personnes. Donc nous pouvons rapidement fournir des masques et des tests à l'ensemble de la population. C'est très important pour favoriser les mesures de barrage à la diffusion du virus. Ça sera aussi très important pour favoriser à la fin d'un confinement plus rapide. Oui, nous sommes favorables à un renforcement des contrôles de la sûreté publique. Donc, nous l'avons demandé dès la première réunion. Il faut par exemple contrôler les voitures qui rentrent en principauté de Monaco. On ne doit plus venir à Monaco que si on vient y travailler, si on vient s'y faire soigner, ou si on habite les communes limitrophes, et seulement les communes limitrophes pour acheter bien sûr dans les surfaces alimentaires. Mais il n'est pas normal que des voitures arrivent de loin pour notamment faire des courses alimentaires. Il y a des surfaces dans toutes les villes. L'entrée de ces personnes contribue à la propagation du virus. Il faut stopper cela. Et intramuros aussi, nous avons demandé un renforcement des contrôles. Il y a encore trop de comportements irresponsables. Alors bien sûr, il y a des sorties parfaitement légitimes et valides pour aller faire ses courses, pour sortir son chien, pour faire un peu de sport autour de son habitation. Mais il y a encore trop de comportements qui mettent en danger aussi la santé des personnes et de tous ceux qu'ils sont susceptibles de rencontrer en ville. Donc je pense qu'il est temps, après la pédagogie, il est temps de passer aux sanctions. Donc le gouvernement est d'accord pour le renforcement des contrôles aux frontières. Je pense qu'il faut maintenant qu'il envisage aussi de passer à des amendes pour les contrevenants. C'est le point de divergence majeur qui existe encore aujourd'hui entre le gouvernement et le Conseil national. Le Conseil national unanime a demandé l'arrêt de tous les chantiers du pays, publics ou privés. Il y a aujourd'hui 4 chantiers qui continuent. Il faut que les choses soient claires. C'est de la responsabilité unique du gouvernement. Nous considérons que la santé passe avant, la santé de la population doit passer avant tout autre critère aujourd'hui économique. Et d'ailleurs, cette mesure, elle n'est pas comprise par la population. Elle ne peut pas. Les gens sont confinés chez eux. Ils ne peuvent même pas aller dîner chez leurs parents ou chez leurs amis proches. Ils sont eux-mêmes donc confinés et beaucoup plus sensibles que d'habitude aux nuisances sonores des chantiers. Donc, ils ne peuvent pas comprendre que, effectivement, sous leurs fenêtres se déroulent des chantiers avec de très nombreux ouvriers.
Oui, c'est un point de convergence. Nous avons la même approche que le gouvernement. Il était indispensable de créer donc ce chômage total temporaire révisé pour toutes les personnes qui sont mises au chômage. C'est déjà plus de 22 000 salariés de Monaco qui vont en bénéficier. C'est donc une mesure très coûteuse pour les finances publiques, environ 50 millions d'euros par mois, mais absolument socialement vitale et indispensable. Elle va permettre d'assurer 80% environ du salaire net à ces salariés. Et le gouvernement a fait un geste qui va dans les attentes du Conseil national, puisque ça sera 100% du salaire garanti jusqu'à 1 800 euros net. Nous aurions préféré aller jusqu'à 2 200 euros net, qui est le salaire médian à Monaco. Il faut savoir que ce sont les salariés donc aux salaires les plus bas qui auront le plus de problèmes, car les charges fixes sont là, le loyer, les frais incompressibles alimentaires, d'électricité, de gaz, et puis pour certains des prêts qui sont engagés. Mais globalement, donc, nous sommes satisfaits du CCTR. Il était tout aussi indispensable d'aider donc les travailleurs indépendants et les commerçants, dont certains d'ailleurs sont victimes d'un arrêt total de leur activité, de 0% de leur chiffre d'affaires depuis plusieurs semaines. Donc il était indispensable de créer un revenu minimum exceptionnel. Là encore, nous sommes en phase avec le gouvernement. Ça sera donc 1 800 euros par mois pour chacun de ces travailleurs. Là aussi, vous le savez, nous aurions préféré 2 200 euros. Ce que je dois dire par contre, c'est que les discussions se poursuivent entre nous, car nous estimons que les gérants de SARL ont le droit à ce revenu minimum exceptionnel. Pour l'instant, l'approche du gouvernement n'est pas la même. Ils ont des arguments juridiques, mais nous disons que ce sont souvent les mêmes activités. Ce sont des petites structures qui sont comparables à celles des travailleurs indépendants. Ils ont les mêmes difficultés et nous ne voulons pas que ces gérants de petites SARL puissent rester sur le bord du chemin sans aucune aide. Donc nous continuons la discussion. J'ai bon espoir que le gouvernement nous entende aussi sur ce point. Nous sommes là encore en phase avec le gouvernement sur l'idée que les loyers commerciaux domaniaux doivent être supprimés pendant un trimestre déjà et puis aussi longtemps que la crise le nécessitera. Là où il y a débat et discussion entre nous, c'est sur l'extension de cette suppression des loyers pour les professions libérales, pour les sociétés, aussi pour les locations de bureaux. Nous estimons qu'il y a des professions libérales et des sociétés qui sont impactées lourdement aussi par la crise. Il est normal que les loyers soient également supprimés donc, dans les domaines. La discussion se poursuit sur ce point avec le gouvernement. Pour ceux du secteur privé, nous avons une position très claire et unanime, là encore, de tous les conseillers nationaux. Tout le monde, actuellement, va participer à l'effort qui est nécessaire pour faire face à cette crise. L'État, qui va investir des centaines de millions pour soutenir l'économie et les actifs. Les salariés, on l'a vu, les travailleurs indépendants, les entrepreneurs, tout le monde est impacté. Il est normal que nous demandions aussi une participation à l'ensemble des bailleurs et des propriétaires à cet effort de crise. C'est pourquoi nous voterons donc lundi soir une proposition de loi qui imposera en fait la réduction de 20% des loyers pendant un trimestre et aussi longtemps que durera la crise et qui imposerait le report également de 30% des loyers de ce trimestre étalés sur l'ensemble de l'année. Je constate d'ailleurs que des importants bailleurs dans le pays ont fait même plus. Certains ont supprimé 75%, d'autres 50% des loyers pendant la période de crise. C'est très bien. Il est nécessaire qu'un texte impose une obligation minimale à tous, car il n'est pas normal, effectivement, que certains bailleurs refusent de participer à l'effort lié à la crise. Pour nous, au Conseil national, les deux mesures sont nécessaires. Alors, le gouvernement a pris la mesure de la crise économique. Et il a proposé donc de débloquer 50 millions d'euros dans un fonds de garantie, justement pour que les banques fassent des prêts
à tous les agents économiques qui sont en difficulté. C'est une bonne mesure, mais je m'adresse aux banquiers. Dans la mesure où l'État garantit le remboursement, il faut vraiment simplifier ces dossiers qui sont très complexes et il faut rapidement, dans les meilleurs délais, débloquer ces prêts. Ce n'est pas toujours facile selon les banques auxquelles on s'adresse, donc je m'adresse vraiment aux banquiers pour qu'ils accélèrent le processus. Mais ce n'est pas suffisant, les prêts. Les prêts, c'est une bonne chose, mais il faudra un jour rembourser. Or, il y a des structures, des agents économiques qui sont en très grande difficulté. C'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement, qu'il a accepté lors de la deuxième réunion, la création d'un fonds d'intervention d'urgence doté de 150 millions d'euros. C'est une énorme avancée qui se prépare, qui va être figurée dans le prochain budget rectificatif que nous allons examiner et voter très vite, probablement avant 2 semaines. Donc 150 millions d'euros, il faudra utiliser cet argent pour des aides directes, pour justement engager du cash dans l'économie, parce que certaines entreprises ont besoin d'aide immédiate. Nous voulons la prise en charge, notamment par exemple de la Camti-Carty par l'État. Nous voulons pour les entreprises et les travailleurs indépendants les plus en difficulté que, y compris dans le privé, nous puissions payer tout ou partie de leur loyer. Donc nous allons discuter maintenant dans le détail de l'utilisation de ce fonds de 150 millions pour que très vite, sur le terrain, les aides directes soient données à ceux qui en ont vraiment besoin. L'idée de la prime pour les soignants est totalement partagée par les élus. Ils sont en première ligne. Ce sont ceux qui sont le plus exposés, bien sûr, au virus et qui mettent leur vie en danger. On a pu le voir, hélas, déjà dans le pays voisin. Donc, nous souhaiterions justement, pour leur témoigner toute notre reconnaissance, que cette prime, elle soit mensuelle. Donc 1 000 euros, oui, mais 1 000 euros par mois, aussi longtemps que va durer la crise. Et puis nous souhaitons l'étendre à tous les soignants, aussi des autres structures, dont bien sûr des maisons de retraite qui sont gérées par le CHPG, donc le CAF Fleury à Quiétudine et le centre Régnier 3, mais aussi les soignants du centre cardio-thoracique, de l'IM2S et du centre privé d'hémodialyse. Pour les personnels administratifs des maisons de santé qui s'exposent en sortant du confinement, comme pour les fonctionnaires qui s'exposent en allant travailler sur des postes extérieurs, comme pour les agents des sociétés concessionnaires de services publics, nous souhaitons effectivement qu'ils puissent aussi bénéficier de cette prime, mais d'une prime une fois de 1 000 euros. La discussion se poursuit dans le comité avec le gouvernement pour bien définir le périmètre de ceux qui vont pouvoir bénéficier de cette prime. Je voudrais tout d'abord remercier les nombreux monégasques et résidents qui nous font parvenir des messages de soutien et d'encouragement. Nous y sommes sensibles et ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. C'est dans l'union nationale, c'est dans l'unité des institutions que tous ensemble, nous allons surmonter cette crise terrible et inédite. A se revede, daghe monegu e viva o principu.